C'est un transformateur d'entreprise que j'accueille en plateau. Bonjour Jacques Bonjour. Comreau. Vous êtes président-directeur général d'Inetup, donc dans le conseil en numérique justement. On en a beaucoup parlé dans l'interview précédente. On va peut-être démystifier avec vous l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de mythes. Alors qu'est-ce que l'IA ne peut pas faire ? Avec plaisir. Ce que l'IA ne peut pas faire, c'est remplacer le jugement et l'émotion humaine. En revanche, l'IA peut faire plein de choses, on va en parler. Il y a des cas aujourd'hui passionnants, à grande échelle, dans des entreprises et dans les services publics. Donc, ravi d'être ici. Si elle ne peut pas remplacer le jugement et l'émotion, mais est-ce qu'elle peut créer une œuvre artistique, mais sans forcément, sans avoir la capacité d'évaluation, mais en tout cas la capacité de création, est-ce qu'elle peut l'avoir ? Ah oui, on voit aujourd'hui, vous savez, vous suivez les influenceurs générés par l'intelligence artificielle, les œuvres d'art, même des films peut-être bientôt. Donc, on peut imaginer un futur absolument incroyable. Donc on s'intéresse effectivement aux applications concrètes de l'IA. Vous avez passé tous les secteurs au crible, tous les secteurs de l'économie pour tester et puis après pour les implémenter aussi avec vos clients, secteur de la vie quotidienne ou plus professionnel. On va passer d'abord à la vie quotidienne, peut-être les commerces de proximité. Je sais pas, je pense à la pharmacie, je pense à la boulangerie. En quoi l'IA peut changer quelque chose ? Alors, l'IA, si vous prenez un pas de recul et vous regardez ce que dit le FMI par exemple, ils disent que 40% de tous les jobs mondiaux vont être impactés d'une façon ou d'une autre par l'IA, et c'est 60% dans les économies développées. Donc la question c'est concrètement, ça veut dire quoi? Alors, typiquement, la paperasse. Quand vous imaginez en quoi consiste la journée d'un pharmacien, d'un médecin, d'un enseignant, d'un agriculteur, il y a beaucoup de choses à faire qui nécessitent de la paperasse, de chercher des informations, en gros des choses qui ne sont pas le cœur du métier. Ça, l'IA va beaucoup aider à rendre les métiers plus intéressants, comme on le dit. Et ça s'applique évidemment aussi dans nos métiers à nous, ceux de l'informatique, où ce qu'on dit en résumé, c'est que les métiers vont être plus intéressants pour les collaborateurs. Mais alors comment, effectivement, quelles solutions on trouve spécifiquement à des secteurs, des métiers? Est-ce que vous, c'est justement votre rôle? C'est notre rôle de conseiller nos clients, d'abord dans les potentialités offertes par l'intelligence artificielle générative, et ensuite, comment mettre ça en place et comment être sûr d'avoir des gains. Aujourd'hui, il y a quatre grands cas d'usage qu'on observe. Si vous regardez un peu le marché, les quatre grands sujets où l'IA marche vraiment à l'échelle, donc sur des milliers de gens, c'est premièrement l'informatique. Et on est bien placé pour le savoir. On observe des gains de productivité, des gains de qualité significatifs grâce à l'intelligence artificielle dans les métiers. Donc, qu'est-ce qu'elle fait concrètement dans l'informatique? Alors, je vous donne des exemples. Aujourd'hui, quand vous êtes un codeur, vous êtes un développeur logiciel, votre métier, c'est de comprendre ce qu'il faut que vous codiez, donc les besoins de votre client, passer du temps à faire le code, ensuite tester votre code, et ensuite, il faut écrire le mode d'emploi, il faut documenter ce que vous avez fait. En général, ce que préfèrent les équipes, c'est coder. C'est le plus fun et c'est le plus intéressant. Sur la partie documentée, on observe jusqu'à 70% de gains de productivité parce que l'IA écrit la documentation, comprend ce que vous avez fait et l'écrit. Sur la partie codage elle-même, c'est entre 20 et 40% de gains de productivité selon les technologies. Et sur la partie test, vous avez aussi 30% de productivité. Donc le codeur en fait, produit plus en faisant ce qui lui plaît dans son activité quotidienne. Ça, c'est l'informatique, c'est le premier grand cas qui se développe beaucoup. Toutes les entreprises de big tech, etc., ont déjà ces outils à l'échelle. Oui, parce qu'ils ne sont pas étrangers à l'IA et à l'innovation, donc ils l'ont déjà implémenté. Voilà. Alors, quel autre cas d'application? Le deuxième grand cas, c'est recherche et développement. Je vous donne des exemples. Il y a eu un papier qui a été publié cette semaine par l'université de Cambridge, un labo qui travaille sur la maladie de Parkinson et qui a montré que grâce à l'intelligence artificielle générative, ils ont pu accélérer, vous savez, la découverte de molécules pour les amener en phase de test. Ils ont gagné x10 en vitesse et surtout, ils ont divisé leur coût par 1000. C'est-à-dire que le travail des laborantins, des produits, de tout ce qui est nécessaire, leur a fait gagner x1000 en coût et ils ont produit 5 molécules maintenant en test et probablement viables pour la maladie de Parkinson. Il y a un autre cas dans la recherche, c'est ce que L'Oréal a annoncé, qui est de dire on va utiliser toutes nos données, nos formules, nos produits
et faire travailler l'IA sur rendre ces produits plus soutenables, c'est-à-dire modifier les composants, etc., pour améliorer l'empreinte RSE de nos produits. Donc ça, c'est vraiment un cas qui se développe et qui va se généraliser, donc recherche-développement. Troisième grand cas, c'est ce qui est lié au contact client, c'est-à-dire commercial, service après-vente, et e-commerce, disons service client. Donc ce qu'on a par exemple ici à la grande échelle, c'est la compagnie aérienne Delta aux États-Unis qui a mis en place un chatbot avec de l'intelligence artificielle générative pour répondre aux questions des passagers, vendre des billets, etc. Ce qu'ils annoncent, c'est que grâce à ce chatbot, le volume d'appels dans leur call center a baissé de 20%. C'est-à-dire que les réponses sont suffisamment fiables, utiles pour que les clients... C'est-à-dire qu'on va encore plus loin que le chatbot qu'on voit sur un petit peu tous les sites internet. Exactement. Qu'est-ce qu'il a de plus? Ben, il a de plus le fait que, d'une part, dans beaucoup de sites internet, en fait, c'est un humain qui est derrière, dans un call center et qui chatte avec vous sans que vous vous rendiez compte. Oui, mais parfois, c'est des cases avec plusieurs réponses. Voilà, c'est pas très convivial. Là, en fait, vous avez l'impression de chatter comme sur WhatsApp avec un humain, sauf que c'est pas un humain, qui peut avoir accès à la tarification, vous dire où est votre bagage perdu, et qui en fait va piocher dans les systèmes d'information de l'entreprise pour vous répondre comme le ferait un humain. Donc on a des cas là-dessus qui sont, on va dire, optimiser le service client, et on l'a vu dans les annonces autour de Téléperformance notamment, il y aura une révolution dans les centres d'appel. Mais on a aussi des cas qui permettent de mieux vendre et plus vendre. Un exemple, c'est C'est un meilleur commercial, l'IA, oui. Alors, c'est un bon commercial, on va dire, virtuel. C'est pour les gens qui... Il sait jouer sur les émotions, détecter les craintes. Pas encore, ou disons pas encore dans des coûts qui soient comparables ou mieux que d'avoir un vrai vendeur. Et puis il y a toujours des gens, moi j'aime bien parler à un commerçant, j'ai pas envie d'acheter que en ligne. Néanmoins, prenez la marque de vêtements H&M qu'on connaît. Aux États-Unis, ils ont mis en place une intelligence artificielle générative qui permet de vendre des produits à façon, customisée. Je veux tel logo, tel message, etc. Donc il ne s'agit pas pour eux d'économiser, il s'agit de faire des ventes sur une nouvelle gamme de produits. Ça marche tellement bien qu'ils vont généraliser cette affaire-là. Et donc le quatrième grand cas, c'est ce qu'on appelle les fonctions support, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générative au service des RH, au service des financiers, des juristes, etc. Et là, on voit des effets massifs. C'est ce qu'il y a par exemple derrière le partenariat entre Adecco et Microsoft qui a été annoncé l'an dernier, c'est de se dire que fait un recruteur. Il fait en fait plusieurs choses. Il crée des descriptions de postes, il les met en ligne, ensuite il reçoit des candidatures, et il doit répondre pour une bonne expérience candidat, j'ai bien reçu votre profil, venez pour tel entretien, ou désolé ça n'a pas fonctionné entre nous. Ce que dit l'industrie, c'est qu'on gagne 40% de temps sur la rédaction de messages personnalisés aux candidats grâce à l'intelligence artificielle générative. Donc quand vous recrutez beaucoup, ça vous fait un gain de temps incroyable. Et pour le recruteur, c'est un métier plus intéressant puisque vous êtes focalisé sur parler avec des candidats plutôt que de faire des emails en cherchant les papiers pour vous dire qu'est-ce que je dois dire à cette personne. Oui. Il y a beaucoup de promesses. Effectivement, ça fait un peu rêver les entreprises, à mon avis, quand vous leur en parlez. Mais quand elles doivent passer à la caisse, la facture que vous présentez, ça coûte cher, l'IA, au final? Alors, au niveau de l'industrie, dans les déploiements à grande échelle, ce que disent les gens, c'est que pour 1 euro investi dans l'IA, vous avez 4 euros de gain. Maintenant, il faut nuancer cette réponse. Quand je parle à mes clients, et comme vous savez, Inetom, une assez grosse entreprise, on a 28 000 consultants et on est très, très présent en Europe. Donc sur les clients qui constituent nos 2,5 milliards de chiffre d'affaires, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'entreprises, quasiment toutes les entreprises, ont investi dans des outils, avec l'un ou l'autre des fournisseurs d'IA. Et beaucoup disent, c'est cher, je ne vois pas les bénéfices en face. Et ce que l'on essaye de faire pour eux, c'est de les aider à comprendre que
pour avoir les bénéfices, il faut considérer ça comme un projet d'entreprise, c'est un projet de direction générale. Si vous demandez simplement au directeur informatique, vu de sa fenêtre… C'est tellement structurant qu'effectivement, ça ne peut pas se faire à l'échelle d'un seul service, c'est au niveau de la tête de l'entreprise. Voilà, prenez l'exemple de… Vous avez un centre de service client qui n'est donc pas géré par l'informatique, c'est géré par un département qui s'occupe du service client. C'est là que vous aurez des gains d'efficacité, où vous allez vendre plus, voir mes exemples précédents. Mais les coûts pour faire ça sont supportés par l'informatique. Il va falloir payer des licences, il faut payer des gens comme nous pour mettre en place le système et le maintenir à jour. Donc, à moins de voir les deux ensemble, on ne peut pas voir son intérêt financier. Il faut vraiment considérer les deux comme un projet d'entreprise. Et notre expérience à nous de déploiement interne à grande échelle confirme ça, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment avoir les gains de cette intelligence artificielle, il faut le considérer à l'échelle de divisions entières, de départements entiers. On ne peut pas couper par petites tranches de cas d'usage, parce que oui, les cas d'usage marchent, mais ça ne suffit pas à trouver votre équilibre économique. Il faut y aller pleinement donc, dans l'IA. Merci beaucoup Jacques Poivreau, PDG d'Inetum, d'être venu nous parler d'intelligence artificielle.